efficace par « oui, on se dit que peut-être ça peut aider dans certains cas, mais on ne sait pas très bien ». Et puis, il faut que ça soit limité dans le temps et basé sur une base légale. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que la Suède, seul pays en Europe, a dit d'emblée « nous n'appliquerons que les mesures qui ont une validité scientifique ». Et la seule mesure qui a une validité scientifique contre une épidémie, c'est de se laver les mains. Tout le reste, les Suédois ont dit, on n'est pas sûr, donc on va attendre. Si à un moment donné, il y a une efficacité qui est démontrée, pourquoi pas, mais on ne va pas imposer à la population des choses dont on n'est pas absolument sûr. Et donc, on a vu un ensemble de mesures hasardeuses ou douteuses être mises en œuvre à l'encontre de toutes les bonnes pratiques en santé. Et puis, au cours de l'année écoulée, eh bien, on a vu un effondrement de ce paradigme. Il n'y a rien dans les mesures qui nous ont été imposées depuis une année qui tient la route. Et aujourd'hui, ça devient visible. Donc, le paradigme du confinement s'effondre. Ce que le Conseil fédéral nous a dit depuis une année, que ça ralentissait l'épidémie, que si on ne l'avait pas fait, il y aurait eu beaucoup plus de personnes malades, c'est faux. C'était déjà faux en mars 2020. C'est faux aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est que les preuves du fait que c'est faux apparaissent. On voit par exemple que la Suède, qui n'a jamais imposé le masque, jamais fermé les commerces et les restaurants, n'a pas des résultats pires que le nôtre. Le Texas aux États-Unis, où tout le monde prédisait qu'il y aurait une hécatombe dès lors que les mesures ont été levées, eh ben, au contraire, voit une diminution magistrale du taux d'infection, d'hospitalisation et de décès. Donc on voit que tout ce que ces pseudo-scientifiques réunis au sein de la task force ont essayé de nous faire croire au cours d'une année était purement et simplement faux. Et dès lors que c'était contraire aux bonnes pratiques aux santé publique, moi je me suis exprimé très tôt parce que je suis un expert en santé publique, donc je connais ces choses-là. Mais se pose la question, comment se fait-il que des experts payés par nos impôts des salaires qui sont souvent à 200, 300, 400, 500 000 francs par an, aient pu unanimement prétendre des choses dont on découvre aujourd'hui qu'elles sont fausses, alors qu'elles ont sommé des destructions majeures dans notre société. Alors, tout ceci s'est accompagné d'une répression et d'une censure absolument extraordinaire. Dès que j'ai vu les premiers chiffres sur la létalité réelle du Covid, John Ioannidis, début avril 2020, 0,3%, c'est l'équivalent d'une grippe un peu sévère. Mais ça n'a rien à voir avec les catastrophes du passé. Je l'ai fait savoir, bien sûr, dans mes écrits. Et là, alors non seulement j'ai été attaqué, comme tout le monde, à titre personnel, très violemment, mais surtout, j'ai reçu des centaines, je les tiens à disposition des journalistes qui douteraient de mes paroles, j'ai reçu des centaines de messages de médecins disant « Vous avez raison, nous sommes d'accord avec vous, la science le montre, heureusement que vous le dites, mais nous n'osons pas le faire. Parce que les mesures de rétorsion seraient trop fortes. » Alors moi je pose la question très ouvertement. Qu'est-ce qu'une démocratie où un médecin qui a fait des études de médecine, qui soigne des gens au quotidien, qui connaît son domaine, n'ose pas dire sa conviction intime? Excusez-moi, c'est un système totalitaire. Et ce qu'on a vu depuis une année, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans notre démocratie. C'est un système totalitaire où il n'y a qu'une voix qui a droit au chapitre, qui est celle de la manipulation mise en œuvre par les autorités, qui évidemment aujourd'hui est très mal pris, parce que comme ça fait une année qu'ils disent des bêtises et qu'on est en train de voir, de constater, d'avoir la confirmation que c'est des bêtises, bah évidemment que c'est embêtant pour eux. Mais il y a un moment donné où de toute manière ils vont être rattrapés par la réalité. Et une des grandes défaillances de notre système démocratique, c'est que le débat a été éteint par une intervention autoritaire de l'État. Il n'y a plus de débat scientifique. Or la science, c'est du débat. Si tout le monde est d'accord, ça n'est plus de la science, c'est de la religion. Et là, c'est pas que tout le monde était d'accord, c'est qu'on a tellement fait peur à ceux qui n'étaient pas d'accord qu'ils n'ont pas osé se manifester. Et je garde à l'esprit, je crois que c'était en Appenzell, où un médecin cantonal a été démis de ses fonctions parce qu'il avait osé exprimer des objections. Je dis à ce monsieur, le temps vous donnera raison, vous serez réhabilité. Mais pendant ce temps-là, on avait des médecins cantonaux qui, unanimes, disaient des choses fausses, et donc on n'avait pas le droit d'aller contre ça. Pas de débat scientifique, pas de débat démocratique, pas de contre-pouvoir. Le Parlement n'a pas joué son rôle, la presse n'a pas joué son rôle, et on verra ce qu'il en est du système judiciaire. Mais en tout cas, je mets en lien deux décisions de justice. À Genève, nous avons porté recours contre le port du masque pour les enfants des 12 ans.
Le tribunal a dit non, non, mais si l'OMS le dit et l'OFSP, c'est pas nous, tribunal, qui allons dire autre chose. À Weimar, en Allemagne, un tribunal a fait son travail. Il a lu les écritures, il a convoqué des experts, il a regardé les études scientifiques et il a levé instantanément l'imposition du port du masque aux enfants en disant ça ne sert à rien, il n'y a aucune base scientifique. Donc vous voyez, quand les contre-pouvoirs jouent leur rôle, eh ben, ça veut dire que le gouvernement peut être contenu dans ses dérives, et c'est assez naturel pour un gouvernement de dériver, c'est toute l'histoire de l'humanité, mais ce qui garantit notre sécurité d'être dans un état de droit, c'est que les contre-pouvoirs sont efficients. Alors, il y a un énorme problème, et on ne va pas rester hypocrite, les humoristes nous y ont invités, c'est qu'en fait, et tout le monde le sait, il y a un énorme problème de corruption dans les politiques de santé. Ça fait très complotiste quand on le dit, mais la Commission européenne a fait un rapport au Parlement européen disant que la corruption est généralisée dans le domaine de la santé et en particulier dans l'attribution des marchés publics. Le rapporteur de la Commission des droits humains de l'ONU en 2017 a dit que la corruption dans le domaine de la santé est généralisée, y compris dans les pays occidentaux, et il faut absolument protéger les lanceurs d'alerte, ceux qui font savoir qu'il y a des problèmes. L'ancienne rédactrice en chef du New England Journal of Medicine, qui est une des 4 plus grandes revues scientifiques, a dit au bout de 20 ans, je ne peux plus croire les études qui paraissent dans la littérature, elles sont publiées pour pouvoir faire du business, mais pas pour donner de la science. La rédactrice en chef. Et elle dit, je ne peux plus croire aucune directive sanitaire édictée par un État, parce que tout le système est configuré pour permettre à des industries de faire du profit, mais pas de protéger la santé des gens. Tous les éléments que je vous indique, ils sont documentés, ils sont vérifiables, je tiens les références à disposition. Et le British Medical Journal, qui est la plus intègre des grandes revues, vient de dire, je me permets de dire la citation, vient de dire « La science est actuellement réprimée pour des raisons politiques et financières. Le Covid-19 a déclenché la corruption de l'État à grande échelle, elle est nuisible à la santé publique. Les politiciens et l'industrie sont responsables de ce détournement opportuniste. La pandémie a révélé comment le complexe politico-médical peut être manipulé. Lorsque la bonne science est supprimée, les gens meurent. » Ça, c'est le vrai problème. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand il n'y a pas de grande crise sanitaire, tout le monde est d'accord, oui, c'est vrai, il faudrait faire quelque chose, on va faire des efforts. Et quand une crise apparaît, où des entreprises peuvent faire des centaines de milliards de francs de bénéfices, omerta. Un journaliste à la retraite de mes amis a dit en Suisse, on peut parler de tout. On peut parler des banques, on peut parler de l'armement, on peut parler des pesticides, on peut parler de l'alimentaire, mais on ne peut pas parler des pharma. Le directeur d'un hôpital m'a dit, en Suisse, c'est les pharma qui gouvernent. Le Conseil fédéral est à leur service, un directeur d'hôpital. Alors, moi je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui des réalités que j'évoque. Je sais, parce que c'est mon domaine professionnel, que ce sont des réalités. Mais le soupçon qui apparaît à ce stade, et c'est un soupçon grave. Alors en tant qu'anthropologue, je ne suis pas un politicien, je n'ai pas de conviction, j'ai des hypothèses. Et il y a des hypothèses fortes, il y a des hypothèses faibles. Mais aujourd'hui, l'hypothèse forte, c'est que le Conseil fédéral a privilégié, et continue de le faire, des intérêts privés à l'encontre des intérêts de la santé de la population et du peuple, à travers toute une série de mesures qui ont été extrêmement dommageables sur la santé publique et extrêmement bénéfiques pour les pharma en question. Alors c'est le soupçon. Je ne suis pas en train d'affirmer que c'est le cas. Mais pourquoi le Conseil fédéral a-t-il aussi peur de la transparence? Pourquoi, quand on achète le vaccin Pfizer, les seules données scientifiques dont on dispose sont celles qui ont été filtrées et bidouillées par Pfizer? Pourquoi les universités suisses participent-elles à la fraude scientifique internationale? Le scandale dans le Lancet au sujet de l'hydroxychloroquine, il y avait un professeur de l'université de Zurich dedans. Pourquoi la task force ne fait-elle pas de science, mais prédit l'avenir? Hein, c'est les astrologues, ils regardent dans les astres, ils disent « Ouh là là, il va... » Mais c'est pas ça la science, c'est le contraire de la science. La science, c'est observer le réel et essayer de décrire pourquoi il est comme ça. Et donc on a vu une dérive absolument vraiment extrêmement catastrophique, mais qui pose un énorme problème de confiance. Parce que si le Conseil fédéral privilégie les intérêts des pharma, de Gavi, du World Economic Forum, en
négligeant la santé de la population, on a un vrai problème démocratique. Et c'est pour ça que je soutiens cette pétition. Nous avons besoin de transparence, mais pas cette pseudo-transparence de gens qui vont produire un rapport en ayant payé des experts pour dire qu'au fond, ils avaient relativement bien fait, parce qu'il y a un réel enjeu de confiance aujourd'hui. Alors, je terminerai avec ça. Notre démocratie est en très grande souffrance à l'heure actuelle. Vous savez qu'au cœur de la Suisse, il y a le poteau à Alsdorf, au sommet duquel il y a le chapeau de l'empereur, devant lequel les citoyens doivent s'agenouiller en passant. Eh bien, aujourd'hui, au sommet du poteau, il y a le masque, il y a la seringue pour donner le vaccin et il y a le passeport vaccinal. Et le Conseil fédéral qui nous demande de nous agenouiller dessous. Eh bien, moi, je dis non. Je dis que c'est une situation tout à fait nouvelle parce que nous n'avons jamais pensé en Suisse que le gouvernement pouvait être notre ennemi, mais qu'aujourd'hui, la somme d'indices qui montrent que le gouvernement n'a pas pris des décisions en ayant à l'esprit prioritairement la santé de la population est telle que nous devons absolument en avoir le cœur net, et tant mieux si ce que je vous dis est faux et qu'il s'avère que je me trompe. Je terminerai avec une dernière question. Il apparaît aujourd'hui que le SARS-CoV-2 est arrivé en Europe au mois d'octobre 2019. On le sait à travers l'analyse des eaux usées et des premiers repérages. Entre le mois d'octobre 2019 et le mois de mars 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les hôpitaux n'ont pas été submergés? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été dans une catastrophe? 6 mois avec un virus qu'on nous a décrit comme hyper contagieux. Eh bien, là encore, c'est une hypothèse, mais la plus sérieuse, la plus probable, c'est qu'on a soigné les gens. Et notamment avec des antibiotiques contre les pneumopathies, l'azithromycine en particulier, qui permettent vraiment bien soigner les gens. Et donc, en soignant les gens, une grippe moyenne n'est pas devenue une pandémie, alors que quand vous interdisez qu'on les soigne, que vous les faites paniquer, que vous les maltraitez, que vous saccagez leurs conditions d'existence de manière arbitraire, je veux dire, aucune étude au monde ne prouve que les restaurants sont des lieux plus dangereux qu'un autre. Il n'y a aucune étude solide qui montre ça. Et le Conseil fédéral de fermer les restaurants. Mais je veux dire, c'est quoi? On est de retour dans le Saint-Empire romain germanique avec le Conseil fédéral comme les Habsbourg. Je veux dire, on a vraiment un problème. Donc voilà, c'est très heureux si tous les contre-pouvoirs dysfonctionnent, que ce soit le peuple qui prenne la parole à travers cette pétition, à travers le référendum, contre les 2 lois qui vont être bientôt soumises au vote, pour qu'on puisse exiger qu'on vérifie ce qu'il en est de la probité, de l'honnêteté de nos autorités. Et qu'est-ce qui a fait qu'au lieu de prendre des bonnes décisions pour protéger la population, eh bien on en a pris des mauvaises, avec des dégâts qu'on va avoir à payer pendant des décennies et des décennies. Je vous remercie.